La présentation des nouveaux membres du gouvernement devrait avoir lieu d'ici la fin de la semaine prochaine, selon Al Jazwil. Pour le député du 3e arrondissement, ce sursis supplémentaire témoigne d'un manque de préparation, car cette question aurait dû être anticipée dès la démission du précédent gouvernement. Alors que les politiciens et observateurs attendent que les autorités malgaches ouvrent une enquête sur l'affaire Romivos, le Bianco n'ouvre pas d'enquête selon son président en raison de l'absence d'informations fiables. Cette affaire a pourtant obtenu un verdict officiel du tribunal britannique. De l'actualité internationale, en Afghanistan, les talibans célèbrent 3 ans de règne où ils appliquent la loi islamique de manière ultra rigoriste. Mercredi, le pouvoir organise une journée de célébration qui sera marquée par un défilé militaire dans l'immense base de Bagram et un rassemblement populaire dans la capitale. Le Bianco, au bureau indépendant anticorruption, n'a pas ouvert d'enquête sur l'affaire de grande corruption impliquant Romivos Selgianarsou, ancienne directrice de cabinet de la présidence, en raison de l'absence d'informations fiables, a déclaré aujourd'hui son directeur général. Des échos de Grande-Bretagne nous sont déjà parvenus concernant cette affaire. Jusqu'ici, le Bianco n'a pas été saisi pour cette affaire. L'intervention du Bianco doit être bien claire. Elle se base sur des informations fiables, émanant de tierces personnes, afin de pouvoir ouvrir une enquête. Jusqu'à maintenant, le Bianco n'a pas reçu d'informations venant d'une quelconque source. Cette affaire de corruption de haut niveau a terni l'image de Madagascar sur la scène internationale. Le nom d'Al Jazwil ayant été mentionné à plusieurs reprises, que ce soit lors des échanges entre Romivos Selgianarsou et les responsables de la société Chemfields, ou encore durant son arrestation, l'enquête et l'interrogatoire menés par les autorités et les juges britanniques. Pourtant, les dirigeants malgaches sont restés silencieux et inactifs tout au long de l'année passée. Le verdict du tribunal britannique, qui a finalement été prononcé, a confirmé la culpabilité de l'ancienne directrice de cabinet de la présidence pour corruption et recherche d'avantages personnels. Ces événements, ainsi que l'enquête et le jugement rendu par les Britanniques, ne constituent-ils donc pas pour les autorités malgaches des informations fiables, s'interrogent les observateurs. Mais outre l'affaire de Romivos, de nombreux cas de corruption impliquant des détenteurs du pouvoir et leurs proches sont dénoncés par les Malgaches, mais le Bianco reste inactif même en présence de preuves tangibles. Le nouveau directeur général du Bianco, qui a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême, était attendu pour insuffler un nouveau souffle dans la lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit dans le pays. Mais ces déclarations d'aujourd'hui ont déçu de nombreux observateurs. Al Jazwil a annoncé aujourd'hui que la présentation des nouveaux membres du gouvernement aurait lieu d'ici la fin de la semaine prochaine. L'habituel conseil des ministres du mercredi a été remplacé par une évaluation des réalisations des ministres démissionnaires. Pour le député du 3e arrondissement, ce retard dans la nomination des ministres témoigne d'un manque de préparation, car cette question aurait dû être anticipée dès la démission du précédent gouvernement le 10 juillet dernier. La gestion du pays semble relever d'un jeu d'enfant, alors que gouverner, c'est prévoir. Les Malgaches ont le droit de savoir pourquoi la formation du nouveau gouvernement n'est pas urgente. Il est clair que de nombreux Malgaches sont suffisamment compétents pour occuper des postes ministériels. Alors, pourquoi le gouvernement n'est-il toujours pas formé? Ce régime manque-t-il de personnes compétentes ou y a-t-il une autre raison derrière ce retard? Les observateurs se posent la question de savoir si ce retard est dû à des conflits politiques latents et s'interrogent sur le délai imparti pour la présentation du nouveau gouvernement. Au-delà de sa réaction à ce sujet, le député a officiellement lancé ce jour le mouvement Kaskar, un mouvement qui se propose, selon ses initiateurs, de constituer la 3e force politique à Madagascar.
Environ 52 milliards d'ariars, comme le prévoit la loi des finances rectificatives de 2024, sont prévus être utilisés pour la tenue des élections communales. Des élections communales du 11 décembre prochain, a déclaré aujourd'hui le président de la CENI. Jusqu'à présent, la CENI n'a aucun partenaire financier ni technique pour le soutenir dans la préparation de ces élections. Le budget pour organiser les élections est prévu. Conformément à la loi des finances, environ 52 milliards d'ariars seront alloués, ce qui, selon nous, devrait permettre de mener des élections qui ne seront pas lésées. Mais cela ne signifie pas que nous refusons toute aide ou partenariat. Selon le président de la CENI, la liste électorale utilisée pour ces élections sera celle issue du RAL 2023-2024, arrêtée le 15 mai dernier. Les personnes non inscrites sur cette liste ne pourront pas participer aux élections du 11 décembre. Il s'agira d'un scrutin de liste. Il s'agit d'un scrutin de liste qui inclura à la fois les élections des maires et des conseillers. Le premier candidat de la liste, ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sera élu maire, tandis que les autres candidats de la liste seront conseillers. Cette année, la nouveauté est que, contrairement aux élections précédentes où ce sont les candidats non élus maires qui vont au conseil, seuls les colistiers des candidats élus maires iront au conseil. La date du 11 décembre tombant en pleine saison des pluies, en cas de cyclone ou de problèmes liés aux intempéries, c'est au Conseil d'État de décider si les élections doivent être maintenues ou reportées, selon le président de la CENI. Les citoyens attendent des mesures concrètes de la CENI après les nombreux problèmes rencontrés lors des 2 dernières élections, notamment les fraudes et diverses irrégularités. Il est également attendu que les recommandations visant à améliorer le processus électoral émises par les politiciens, la société civile et la communauté internationale soient mises en œuvre. Selon le calendrier, la période de campagne s'étendra du 19 novembre au 9 décembre et les résultats provisoires des élections devraient être publiés le 24 décembre 2024. L'augmentation de la caution requise pour se présenter aux élections communales est faite pour limiter les candidatures, a déclaré aujourd'hui la diaspora malgache réunie au sein de l'Observatoire de la vie publique de Madagascar, ou OVPM, qui a exprimé son opinion sur la situation actuelle à Madagascar. La caution pour se présenter aux élections communales est fixée à 20 millions d'ariars maximum et 1 200 000 ariars minimum, contre 10 millions et 600 000 ariars en 2019. Si ces informations sont exactes, cela représente une restriction à la participation des citoyens ordinaires, car la plupart n'auront pas les moyens de se permettre de telles sommes. C'est une atteinte aux droits des citoyens. Ce n'est pas démocratique. Rappelons que le dépôt de candidature pour les élections communales est prévu du 5 au 19 septembre 2024, conformément au calendrier électoral proposé par la CENI. Le décret concernant la caution et les détails à remplir pour la candidature n'a pas encore été promulgué. Le parti MMM a demandé au Fonds monétaire international un moratoire sur les projets d'investissement non prioritaires et budgétivores de l'État malgache, comme l'autoroute, le téléphérique, les stades et les gymnases. Et surtout, des sanctions sévères à l'encontre des pratiques de corruption à grande échelle qui prévalent actuellement dans le pays, dans une lettre adressée au nouveau représentant du FMI à Madagascar. Cette demande est motivée par l'incohérence de la PGE, la politique générale de l'État, avec la loi des finances rectificatives de 2024. Le Premier ministre ayant présenté un programme de mise en œuvre sur la base d'une politique générale de l'État de janvier 2024, alors que le budget de l'État pour les investissements publics a été réduit à plus de la moitié dans la loi des finances rectificatives de 2024, adoptée en juin dernier. Cette politique générale de l'État ne tient pas compte du nouveau programme de financement du FMI accordé en juin 2024.
Le CREM, ou Cercle de réflexion des économistes de Madagascar, le réseau OLTP1 et l'Association des étudiants du département d'économie de l'université d'Antananarivo mettent en garde toute personne cherchant à entraver la vérité dans l'enquête sur la mort du docteur Radra Tubson, selon leur déclaration commune aujourd'hui. Ils condamnent fermement les violences dont cet économiste a été victime. Premièrement, nous condamnons fermement les violences qui ont coûté la vie au docteur Radra Tubson. Deuxièmement, nous remercions et encourageons les autorités compétentes pour leur travail dans l'enquête sur le meurtre de notre ami. En revanche, nous mettons en garde toute personne cherchant à entraver, par quelque moyen que ce soit, la découverte de la vérité. Rappelons que ce professeur d'économie de l'université a été retrouvé mort seul à son domicile le 2 juillet dernier. Une enquête a été ouverte après que sa famille ait signalé des blessures visibles sur sa tête. Selon le dernier rapport, sa fiancée a été placée en détention provisoire. Ces organisations auxquelles il appartenait exigent que les responsables de la mort du docteur Radra Tubson soient punis de la manière la plus sévère, conformément à la loi. Des équipements militaires dernier cri dans l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est dans la base militaire de Bagram, abandonnée à la hâte par les Américains, que les talibans ont voulu organiser la parade militaire, célébrant les 3 ans de leur règne. Le matériel récupéré aux Américains leur sert à démontrer leur puissance. Dans son discours, le Premier ministre a déclaré que l'Afghanistan devait garder le cap de la loi islamique. Il y a 3 ans, l'entrée des talibans dans Kaboul entraînait la fuite du gouvernement et la débâcle de la coalition internationale emmenée par les Américains. Ces images d'Afghans s'accrochant à la carlingue d'un avion dans l'espoir de fuir le pays en dit long sur le désespoir de la population. Le gouvernement taliban n'étant reconnu par aucun pays, l'aide humanitaire internationale arrive au compte-gouttes en Afghanistan, plongeant 85% de la population dans la pauvreté. Sa croissance économique est nulle et le chômage y est massif. Les talibans ont multiplié ces 3 dernières années les lois liberticides contre les femmes, privées d'éducation et exclues de l'espace public. Dernier refuge pour elles, les salons de beauté ont été interdits l'été dernier. Lorsque quelqu'un frappe à la porte, les clientes se figent et demandent « Que devons-nous faire ?» Je leur dis simplement de se calmer et de se détendre. Il n'y a personne. Ou bien ce sont les voisins ou de jeunes enfants. Il y a 3 ans, une femme en Afghanistan pouvait techniquement décider de se présenter aux élections présidentielles. Aujourd'hui, elle n'est peut-être même pas en mesure de décider quand aller faire ses courses. Si la situation sécuritaire s'est globalement améliorée sous les talibans, ils doivent aussi faire face à des insurrections comme celle de l'État islamique au Khorasan, qui a revendiqué des dizaines d'attentats ces dernières années.